Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de participer à notre webinaire d'aujourd'hui sur la circulaire de la CSSF 21 769. Lors du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit espace questions, un petit onglet gris que vous pouvez dérouler et poser votre question ici. On se fera un plaisir d'y répondre en cours de webinaire ou à la fin du webinaire. Toutes les questions seront répondues. Ce webinaire d'aujourd'hui sera animé par Serge Sauvage, notre directeur PSF chez Aircube Professional Services, et Luc Cotin, qui est CISO de Aircube et également CEO de AirSecure. Le webinaire est composé de plusieurs parties. Serge abordera dans une première partie les principes généraux de la circulaire ainsi que les impacts qu'elle aura sur la partie ressources humaines. Luc, quant à lui, vous expliquera quelles solutions seront à mettre en place pour être conforme à cette circulaire pour la partie informatique et toute la partie sécurité. Voilà, donc on va pouvoir débuter. Serge, que peux-tu nous dire sur cette nouvelle circulaire? Bonjour à tous. Cette circulaire est donc née dans l'année 2020 et comme vous le savez tous, elle avait pour but normalement d'entrer en vigueur au 30 septembre, date espérée de la fin de la pandémie. Malheureusement, pour l'instant, elle est prorogée en dernière date au 2 janvier, en attente des instructions du gouvernement luxembourgeois. Donc pour l'instant, on doit préparer, mais on n'est pas encore tenu d'exécuter. Alors préparer quoi, exécuter quoi? Tout d'abord, elle va s'adresser à toutes les entités régulées. D'accord? Tout le secteur financier luxembourgeois est astreint à cette circulaire et également les succursales à l'étranger des entités luxembourgeoises ou d'entités d'hors pays de l'espace européen. D'accord? Alors, il y a une petite nuance, pour autant que ces pays d'origine aient également statué sur le télétravail. Ça, c'est très important. Autrement, ces entités pourraient se réfugier derrière on va dire, les notions légales nationales pour ne pas remplir ce devoir. Que doit-on faire? C'est un gros morceau de gouvernance. Donc, ça va principalement toucher les départements ressources humaines parce qu'on va demander à chaque entreprise régulée de devoir définir un cadre de gouvernance du télétravail. Donc, ça va vraiment être un document, une politique de télétravail qui va définir le droit de télétravail, à qui il s'adresse, quelles sont les mesures pour y parvenir et également, on verra plus tard avec Luc, toute la sécurité qui l'encadre. Alors il ne faut pas ici confondre les différentes choses. Bien entendu que les situations de désastre et de business continuity ne sont pas du tout cohérentes dans le télétravail. Il ne s'agit pas de télétravail. Donc, lorsqu'une société déclenche des plans de continuité ou de désastre, il ne fait absolument pas appel à du télétravail et rien de ce que touche le télétravail ne s'applique. Ça, c'est très, très important à comprendre. C'est vraiment une politique qui va venir s'ajouter aux différents cadres de gouvernance de la société. Principes généraux, ben, ça va être de bien sûr maintenir les axes clés de ce que le monde du secteur financier nous demande. Donc, conserver la confidentialité de la donnée d'entreprise, viser à son intégrité et sa disponibilité. Ça semble être des grands mots, ça semble être un peu compliqué à comprendre. En gros, le secteur financier nous demande d'être particulièrement vigilant aux activités qui vont être faites en cadre de télétravail. Donc, les sociétés vont devoir décrire les tâches qu'elles vont autoriser et celles qu'elles ne vont pas devoir autoriser. Donc, un deuxième document à produire va être ce fameux registre des activités critiques ou dites critiques. Elles vont devoir vraiment être établies précisément par les sociétés, par les comités de direction, de manière à identifier très clairement ce que l'on autorise comme activité en dehors du bureau pour leurs employés. D'accord? De même, vous le voyez, différencier les niveaux de privilèges, on va devoir donc indiquer très clairement quels sont les niveaux de privilèges autorisés en télétravail. L'un ne va pas sans l'autre, bien entendu. Et c'est peut-être la chose la plus simple, c'est qu'on ne doit pas demander d'autorisation.
Pourquoi? Il s'agit d'un règlement et non d'une loi. C'est l'aspect légal qui gère l'autorisation au télétravail. La CSSF émet une circulaire pour encadrer et vous donner les bonnes pratiques à mettre en place pour sécuriser cet espace de télétravail. On est tous tenus en tant qu'entité régulée à respecter ces circulaires. Donc on va devoir forcément avoir du reporting à faire et les circulaires nous, ne nous comment vais-je dire ça, nous imposent également de respecter la législation des pays, et y compris les accords transfrontaliers. Donc, lorsque vous allez construire vos gouvernances dans les entreprises, pensez à la méthode que vous allez utiliser pour renseigner ce télétravail, pour le contrôler également, puisque vous devez tenir bien sûr des registres de quantité de jours prestés en mode de télétravail et vous assurer que les accords transfrontaliers ne sont pas dépassés. Ça pourrait provoquer, évidemment, vis-à-vis de votre personnel, des situations graves, puisqu'elles auraient alors dans ce cas-là à avoir affaire à des situations vis-à-vis des taxes qui sont particulièrement délicates. Donc veillez toujours bien à renseigner à vos employés les accords actuels, les maxima à ne pas dépasser, et de prévoir dans votre système de gouvernance toutes ces dispositions. Un grand conseil, cette politique doit être partagée, acceptée par l'ensemble de vos employés. Ça fera partie intégrante de leur contrat de travail, certes, mais maintenant qu'il va être créé en dehors d'un contrat qui est déjà en activité, vous devez les informer et ils doivent absolument valider le contenu. Ils doivent être entièrement informés et qu'ils ne puissent pas venir prétendre ne pas avoir été mis au courant. Donc, au niveau des RH, important, cette politique de gouvernance doit être partagée et signée par l'ensemble des personnes du personnel. Exigence de base, mais que va contenir cette politique? Tout d'abord, définir le nombre d'employés et le lieu dit du télétravail. Ça peut paraître bizarre, mais tout ne va pas être assimilé à du télétravail. Les congés ne sont pas du télétravail, la formation n'est pas du télétravail, la maladie n'est pas du télétravail. Donc, il va falloir définir ce qu'est le télétravail et le lieu auquel l'employé est autorisé pour le télétravail. C'est important puisque vous allez devoir, vous, dans un deuxième temps, venir contrôler que le télétravail ne s'effectue bien qu'en ce lieu-là et pas sur un autre. De la même façon, des exceptions peuvent être prévues. À vous de les consigner dans cette même politique. Je pense à des systèmes pour des VIP ou des membres de la direction qui pourraient être amenés à utiliser des dispositifs de télétravail pour d'autres lieux que leur domicile. Ça paraît parfois un peu bizarre, mais télétravail ne signifie pas que l'on est asservi à son employeur de minuit à minuit, tous les jours de la semaine, y compris samedi, dimanche. Donc cette politique de gouvernance va devoir remarquer tout simplement le temps prévu, les plages horaires dites de travail et celles de loisirs. D'accord? Peut-être verra-t-on au Luxembourg un jour arriver le fameux cut-off, le droit à la déconnexion. Ce sera très clairement un aspect légal qui interviendra dans les années qui viennent. Aujourd'hui, il n'est pas décrit comme ça. Il est laissé à libre arbitre de l'employeur. Néanmoins, cette politique doit y faire référence. Donc, le contrat de travail le prévoit. Faites une simple mention au contrat de travail indiquant que le temps de travail est le même en télétravail que lors du présentiel. Très important, surtout pour les toutes petites structures. Présence d'un membre de la direction. La circulaire nous impose d'avoir une part représentative de la direction toujours sur site, en toutes circonstances. On va dire qu'il tolère une présence à une distance limitée, c'est-à-dire qu'il souhaite pouvoir rencontrer la direction à tout moment de la semaine, évidemment, hein, dans les heures de travail, en un délai de plus ou moins 1 heure. Donc, prenez ça comme moyenne. Si votre domicile ou le domicile de votre direction est espacé de plus d'1 heure, alors vous allez devoir mettre en place
une rotation pour garantir un effectif d'au moins 50% de la direction en présentiel. Je reviens sur les activités critiques. Elles doivent être donc assurées en tout temps. C'est un petit peu un corollaire puisque souvent ces activités critiques sont effectuées par des membres du management. Donc, management étant présent au moins à 50%, devrait pouvoir suffire à couvrir ces activités. Néanmoins, il faut prévoir les cas un peu plus complexes et surtout voir en matière de gestion de fonds ou traitement des finances, les activités que vous allez autoriser ou pas. Ceci doit être fait sur base d'une matrice de risque. Vous connaissez le Risk-Based Approach de la CSSF. Il l'utilise encore une fois cette fois-ci. Il nous demande de réaliser une analyse de risque qui va pouvoir décliner ces activités critiques ne pouvant pas être effectuées en télétravail. C'est un registre à tenir, c'est un document, il faut absolument l'avoir en plus de la politique. Obligation de reporting, bien entendu, ce sera sur base annuelle. On peut s'attendre dès à présent à ce que nos auditeurs chéris nous le fassent remarquer, nous demander où on en est, où en sont nos analyses de risque, nos gap analysis, où en sont les politiques, les procédures, etc. Et surtout, comment allons-nous mesurer ce télétravail? Comment allons-nous assurer que notre politique est correctement respectée? Je ne pense pas qu'il y ait d'obligation de reporting volontaire vis-à-vis de la CSSF. Ça peut venir. Je pense que l'échantillonnage des premiers audits va leur donner le ton. Enfin, éviter les perturbations, évidemment. Prévoir le cas du télétravailleur. Vérifier que chez lui, il a ce qu'il faut pour se connecter convenablement, être en toute sécurité, ne pas avoir des perturbations liées à son domicile ou bien à sa vie privée. Donc, ce sont des choses qu'il faut prévoir dans la politique de gouvernance, encadrer suffisamment l'employé pour qu'il se sente comme au bureau. C'est très important. Le contact humain, le contrôle aussi, je pense, le contrôle des tâches réalisées. En tout cas, s'assurer que le dispositif est correct et fonctionne parfaitement. Et donc, évidemment, je reviens, assurer une responsabilité en présentiel. C'est une exigence. Donc là, il s'agira pas tellement de tergiverser. Il n'y a pas d'histoire, je pense, de toute petite société où on n'est que 3, où on n'est que 4. La CCF est assez claire là-dessus. La responsabilité doit être au niveau du bureau. Merci Serge pour tous ces éclaircissements. Circulaire prévoit donc beaucoup de choses au niveau ressources humaines en tout cas. Luc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau informatique et sécurité pour respecter toutes ces directives de la CSSF? Bonjour à toutes et à tous. Merci Serge pour ces explications. Je vais vous présenter ici les points IT et sécurité à prendre en compte pour cette circulaire, ainsi qu'une rapide présentation de notre outil. Alors, comme Serge l'a bien mentionné, dans cette circulaire, nous allons retrouver le respect des dispositions légales, des exigences de base, dispositions d'organisation interne et externe de contrôle, exigences en matière de risques liés aux technologies de l'information et de la communication et risques de sécurité. Comme vous l'avez probablement lu ou vu dans la circulaire, donc les exigences de base de l'entité surveillée est tenue de procéder à une analyse de risque dans le but d'identifier les risques inhérents à la mise en œuvre de ce télétravail, et ceci y compris les risques opérationnels. Alors, cette même entité est tenue aussi d'assurer la mise en œuvre des contrôles et des politiques et des mesures d'atténuation des risques résiduels. Alors, dans les risques, on retrouve le risque de fuite, de perte, compromission et vol de données, ainsi que la perte de confidentialité et de données sensibles. Alors, en tant que service provider, pour respecter cette circulaire et permettre à nos clients fournisseurs de se connecter sur l'infrastructure, nous avons opté pour un outil qui s'appelle Wallix Bastion. Et cet outil nous permet de mieux gérer, contrôler, auditer toutes les connexions sur l'infrastructure du client.
Dans le même esprit, il est tout autant important de gérer les périphériques et respecter le secret professionnel. Alors, nous sommes au paragraphe 6 de la circulaire, dans les dispositifs d'organisation interne et de contrôle interne. Et comme expliqué dans le slide précédent, l'entité doit porter une attention particulière au respect du secret professionnel et de nouveau des exigences en matière de protection des données. Par exemple, les circonstances dans lesquelles il est permis que les équipements ou les documents professionnels sortent de l'environnement professionnel sécurisé. Alors, le conseil d'administration des entités surveillées est tenu de définir une politique encadrant le télétravail dans des limites de télétravail autorisé. Alors, toujours dans le point 6.32. Donc, cette politique doit clairement définir les activités du télétravail, les activités au bureau. Serge a déjà expliqué le nombre d'employés, les fonctions stratégiques, les mesures de bonne exécution des tâches, la présence en présentiel d'un membre de la direction. Et les systèmes d'information d'une entité surveillée ne peuvent pas être modifiés en tant que de l'exécution des tâches en télétravail. Ça, c'est un point qui est dans la circulaire. Et de plus, la politique de télétravail doit être revue et validée par la direction chaque année. Contrôle du recours en télétravail. Donc, les entités surveillées doivent conserver les preuves permettant le contrôle du respect des obligations découlant de la politique de télétravail. Et ces éléments permettent de démontrer le respect de ces obligations. L'entité doit mettre à disposition de la CCSF, à la demande de celle-ci, l'ensemble des preuves justificatives. Alors, Serge l'a bien expliqué, la circulaire a été postposée. La CCSF ne va pas forcément vous demander directement les évidences, mais vous devez vous y préparer, ainsi que de préparer les politiques d'entreprise qu'on a vues juste avant. Le contrôle du télétravail par les fonctions de contrôle interne. Donc, les fonctions de contrôle interne telles que les fonctions de compliance, gestion des risques, y compris la sécurité de l'information et de l'audit interne, sont tenues d'intégrer la révision de cette politique de télétravail. Chaque année, de plus, les rapports annuels doivent indiquer toute anomalie avec le télétravail qui aurait pu se produire durant cette année, durant l'année écoulée, inclure les statistiques, et le rapport doit être partagé et validé par la direction. Sensibilisation au risque. Il faut veiller à ce que tous les membres du personnel soient sensibilisés aux risques et aux pratiques liées au télétravail. C'est une formation annuelle obligatoire qui inclut des procédures de sensibilisation pour couvrir tous les risques organisationnels et techniques liés au télétravail, ainsi que le comportement spécifique à adopter par les télétravailleurs. Je vous invite à revoir un petit peu sur notre site. Donc, on offre des formations de sensibilisation à la cybersécurité. Et ce sont des formations qui se font en ligne. On en avait déjà parlé auparavant, mais si vous avez des questions par rapport à cette formation, donc on peut vous aider par rapport à ce point. Et l'entité doit veiller aussi aux procédures concernant le droit d'accès, le slide précédent, donc c'est un point sur voilà, donc le droit d'accès. Donc il faut veiller aux procédures d'accès, c'est-à-dire créer des profils utilisateurs. C'est pas obligatoire, mais créer des profils de droit d'accès à l'information, présentant par exemple des limitations par rapport au travail sur site. L'idéal, ça aurait été de créer des utilisateurs spécifiques avec des droits limités, ce qu'on appelle le Need to Know Principle, besoin d'en connaître. Donc les droits d'accès doivent être octroyés sur base de ce même principe. Donc c'est-à-dire le moindre privilège. Donc moins on a de personnes sur un file serveur, et pour pouvoir le faire, il faut faire des recertifications. On peut en discuter plus tard si vous le désirez, mais l'utilisateur, donc le responsable informatique ou le dirigeant doit avoir une revue certifiée des droits d'accès sur l'ensemble du système d'information. Voilà. Donc, de nouveau, l'entité doit garder le contrôle de la sécurité des dispositifs utilisés par les utilisateurs pour se connecter au système. Donc, l'entité surveillée, elle doit surveiller que les sessions distantes doivent être chiffrées. Ça, c'est une recommandation de la CCSF.
la CSSF encourage les connexions Citrix, donc pas de connexion sur en direct sur les machines privées. Donc Citrix est vraiment encouragé par la CSSF. Donc le support permettant d'enregistrer des données doivent être cryptés, donc absolument avoir une encryption sur le disque de la machine, y compris sur la partie mobile. Interdiction d'utilisation de supports externes au système d'information de l'entreprise pour l'enregistrement des données de l'entreprise. Un exemple, on ne peut pas stocker des données sur un disque externe, une clé USB ou Dropbox pour pouvoir faire du télétravail. Donc ça, c'est absolument interdit par la CSSF. Ensuite, nous avons les limitations des possibilités d'impression. Ce n'est pas toujours évident de bloquer les imprimantes, mais voilà, si vous avez la possibilité de le faire, évitez des imprimantes à la maison pour mieux contrôler les impressions. Les impressions devraient être limitées normalement au bureau de l'entreprise, dans les sièges, les filiales, la partie BCP, si vous avez un bureau distant, mais toujours sur le sol luxembourgeois. Interdiction d'envoi de messages avec du contenu de l'entreprise vers des messageries privées. Donc, on ne sort pas des données de l'entreprise directement sur une messagerie type Yahoo ou Gmail. Donc, les dispositifs privés sont à proscrire, ne doivent être utilisés que dans des activités à très faible risque. La CSSF est très claire par rapport à ce point-là. Donc, l'utilisation de dispositifs privés doit être considérée avec une attention et uniquement utilisée pour des activités présentant un faible risque. De ce même fait, l'entité, comme elle n'est pas propriétaire du dispositif privé, elle doit être en mesure de contrôler les données et les applicatifs professionnels qui vont s'y trouver et y être traités. Alors, il existe des solutions de containerisation, on a parlé de Citrix, de VDI, mais aussi sur la partie mobile, il existe des outils de containerisation. Alors, pour la partie infrastructure en télétravail, l'entité doit mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes lui permettant de détecter des connexions anormales et de bloquer, gérer les alertes irrelatives. Alors, au sein de Aircube, pour répondre à cette circulaire, nous avons implémenté une intelligence artificielle qui s'appelle Darktrace. On avait déjà fait un séminaire auparavant sur Darktrace. Et donc, c'est un outil d'analyse comportementale qui permet évidemment de détecter toutes les déviances qui pourraient se trouver sur un poste distant, en l'occurrence de Aircube pour la partie SaaS. L'entité, en l'occurrence, doit définir un ensemble de critères et d'obligations, notamment sur la sécurité des systèmes d'accès aux données internes. Et la liste des critères et des obligations, elle est par exemple, le télétravailleur doit être correctement authentifié, au même titre que le dispositif doit être identifié et authentifié. Serge en a déjà parlé de la localisation, la distance du télétravailleur doit être aussi identifiée. Le temps de connexion, situé dans des planches horaires définies dans votre politique d'entreprise, et les composants et mécanismes de sécurité mis en œuvre par l'entité informatique, et s'assurer qu'elles n'ont pas été détournées par un pirate informatique. Ensuite, on doit vérifier la sécurité des connexions, donc toujours mettre en place au maximum un double facteur d'authentification. Ensuite, on a la revue de la sécurité de la chaîne de communication. Donc là, l'entité doit procéder à une analyse de vulnérabilité régulière, ainsi que des tests d'intrusion, type, on peut envisager aussi des outils comme des gateways, des remote access gateways, ainsi de suite. Ensuite, veille technologique, voilà, un processus de veille technologique doit être mis en place afin d'être informé rapidement sur des failles de sécurité qui pourraient se trouver sur votre système d'information, ainsi qu'un processus de journalisation doit être mis en place pour permettre aux entités surveillées de s'assurer que toutes les connexions informatiques et techniques, de nouveau relatives au télétravail, soient enregistrées à des fins de contrôle, de sécurité et d'audit a posteriori. Alors, on en vient sur la partie d'outils d'aide à la mise en conformité de cette circulaire. Donc, pour vous aider, nous avons développé une interface web avec un outil de ce qu'on appelle le self-assessment.
dans laquelle vous pourriez répondre aux exigences de cette circulaire, donc aux différents aspects. Donc, on a le respect des autres dispositions légales, les exigences de base, dispositions d'organisation interne et exigences en matière de risques liés au TIC. Une fois que le travail est effectué, nous pouvons vous envoyer un rapport avec des points d'attention. Donc là, comme vous voyez sur le slide suivant, c'est un point d'attention par rapport à l'adhérence à cette circulaire. On retrouve ici tout l'ensemble des contrôles, donc toutes les questions qui ont été répondues par l'entité, ainsi qu'un contrôle sur une maturité sur le contrôle, une maturité sur le document, parce qu'il peut y avoir des contrôles sans document et vice-versa. Donc l'idéal, c'est d'avoir un contrôle ainsi qu'un document à jour. Et on vous offre la possibilité d'avoir un dashboard sur l'ensemble des contrôles, y compris le risque moyen. Alors, dans le slide suivant, vous allez voir que le rapport vous permet aussi de directement récupérer un plan d'action. Parce que bon, voilà, c'est bien de pouvoir répondre à toute une série de questions. Il y a quand même pas mal de questions dans la circulaire. L'idée, c'est de pouvoir aussi s'améliorer. On ne peut pas non plus être bon dans tous les domaines. Et le rapport vous donne un plan d'action sur les contrôles. En l'occurrence, ici, c'est un exemple. On voit qu'on a 0 contrôle qui nécessite des ressources supplémentaires ou besoin d'une méthodologie de travail. Par contre, on a des documents où on a besoin on a 14 points sur lesquels on doit peut-être s'améliorer dans le type de contrôle. Et alors, dans le slide suivant, on a le même type de contrôle sur l'ensemble des documents. Par exemple, la politique d'entreprise, le nombre de documents qui ne nécessitent aucune action, et vice-versa. Donc, le rapport est vraiment complet. On ne va pas parcourir le rapport ensemble, mais voilà, c'est vraiment tous les types de documents que vous pourriez remettre à votre auditeur ou à la CCSF à la demande de celle-ci, en plus de toutes les évidences qu'elles vont vous réclamer par la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je pense que Magali, je ne sais pas si tu as la liste. Oui, merci Luc, merci Serge. Quelques petites questions. N'hésitez pas non plus à poser vos questions si vous en avez encore. Tout à l'heure, Luc, tu parlais du fait de garder les logs de connexion. Combien de temps faut-il les garder? Est-ce que c'est défini par la CSSF? Alors, la CSSF est assez vague dans la circulaire en question, donc dans la 21769. Elle ne précise pas le temps. Par contre, vous devez absolument conserver l'ensemble des données et moi, je vous conseille évidemment de les archiver. Donc, tous les mois, vous devez contrôler et récupérer tous les logs de connexion et les archiver. Alors, si on remonte dans les circulaires de la CSSF, toute la partie log de connexion, vous devez les conserver au minimum 6 mois, voire plus. Et là, je fais peut-être juste une parenthèse par rapport aux frontaliers belges. Vous savez qu'en Belgique, il y a des contrôles fiscaux qui ont été mis entre parenthèses suite à la crise sanitaire. Mais il n'est pas rare que le contrôle fisc belge vous demande 3 ans d'évidence comme quoi vous êtes bien présent, vous avez bien un travail ici à Luxembourg. Donc, j'invite vraiment les entités à conserver au maximum les logs de connexion et particulièrement sur la partie télétravail. Une fois que nous serons en retour en présentiel, et ça c'est un conseil que je peux donner aux entités, c'est de bien les conserver en cas de contrôle futur par le fisc belge. Alors je ne sais pas si la France va le faire, mais en Belgique je sais que c'est absolument le cas. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à cette réponse, merci Luc, c'est la dimension ressources humaines et en tant que DPO. N'oubliez pas que toutes les données qui sont liées au personnel doivent être conservées encore 5 ans après la fin du contrat de travail. D'accord? L'ITM peut venir vous demander des comptes encore jusqu'à 5 ans après la fin de la relation de travail. Donc, ceci constitue évidemment des données sujets à l'employé. Donc, elles devront être conservées encore 5 ans après le départ de l'employé à la pension ou bien pour raison autre.
On a encore quelques questions. Encore une sur les logs. Si jamais vous avez, le client a un prestataire informatique, est-ce que c'est au client ou au prestataire informatique de conserver les logs? Alors, le prestataire informatique doit fournir les logs au client et c'est de la responsabilité du client de maintenir et d'archiver ces logs de connexion. Donc voilà, on invite vraiment les clients à récupérer les logs de connexion de façon mensuelle, d'y faire une réconciliation, de s'assurer qu'en effet la personne était bien en télétravail. Ça va être très compliqué pour une entité de revenir un an en arrière sur des logs de connexion et s'assurer que voilà, Luc Cotin était bien en télétravail aujourd'hui. Voilà, la réconciliation doit être faite par le client et conservée par le client. OK, encore une question. Lorsqu'on parle de log, il faut peut-être un peu désincarner ce vilain mot. D'avoir une preuve, un tableau, quel qu'il soit, de traitement qui démontre que l'on a fait l'analyse est largement suffisant. Il ne faut pas forcément avoir des logs de machine. Je sais que RQ propose du reporting. Dans le reporting, il liste les sessions utilisateurs. C'est un contenu tout à fait valable pour évidemment valider ce point. Merci. Autre question qui est posée, donc si pour des exigences de business, la société doit envoyer à l'extérieur des données sensibles, est-on quand même obligé de mettre en place des contrôles? USB, email, sharing, website? Une question qui nous est posée. Là, je pense on sort du cadre du télétravail, mais il est clair que les entités doivent contrôler évidemment les données qui sortent de l'entreprise. Dans le cadre du business, c'est tout à fait normal de sortir des données. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'on en revient au principe du need to know principle, s'assurer que l'employé a bien la permission de sortir des données dans le cadre de la relation clientèle. C'est tout à fait normal. Maintenant, sortir une liste de documents qui n'ont absolument rien à voir avec le business dans un Dropbox et que l'employé pourrait récupérer la connexion Dropbox par la suite à la maison. Et là, c'est de la responsabilité de l'entité de s'assurer que la partie, ce qu'on appelle DLP, Data Leakage Program, est bien en place. Mais là, on n'est plus dans la circulaire de télétravail. Mais bien sûr, tout à fait possible d'envoyer un document à un client dans le cadre de la relation de travail. J'inviterai moi ces entités-là à le mentionner et à le faire apparaître dans leur analyse de risque et éventuellement le décrire comme étant une tâche certes sensible, mais peut-être non critique, de façon à identifier que le travail a été posé en direction et qu'un constat a été pris et une action a été prise. Parfait, merci. Dernière question. Donc, la circulaire 21 769 est donc obligatoire pour toutes les entités régulées. Pourquoi est-elle intéressante à mettre en place pour toutes les sociétés qui ne dépendent pas de la CSSF? Alors, en effet, la CSSF impose aux entités régulées cette circulaire. Elle est somme toute intéressante pour les autres entités qui ne sont pas régulées parce que ce sont clairement des bonnes pratiques à mettre en place pour les entités qui veulent organiser du télétravail, bon, qui n'ont plus le choix maintenant avec la crise sanitaire. Mais voilà, ce sont vraiment des bonnes pratiques et j'invite vraiment les sociétés non régulées à regarder cette circulaire. Il n'y aura pas d'obligation évidemment de reporting, de log, etc. Mais voilà, donc l'ensemble de la circulaire a bien été revu par le légal, par des spécialistes au niveau de la CSSF. Et bon, si vous avez pris la peine de regarder un petit peu cette circulaire, vous verrez que les questions qui sont posées sont pertinentes pour permettre un niveau de sécurité, de maturité à la cybersécurité pour toutes les entités, y compris les entités non régulées. N'oublions pas le contexte dans lequel est née cette circulaire et elle est relativement synchrone avec les constats de l'état pandémique. L'autorité s'est rendue compte au travers de la pandémie du cadre de travail de nombreux employés transfrontaliers
Et très clairement, la notion de confidentialité et de fuite de données a déjà fait suffisamment de dégâts au Luxembourg au travers de dossiers magnifiquement sulfureux. Et je pense que la place financière se garde bien d'en vivre d'autres et préfère prévoir que de subir. Et lorsqu'on lit les exigences émises par la CCCF, elles sont fort semblables à celles mises lors de la pandémie. C'est vraiment un continuum qui nous invite à prendre conscience que les employés, lorsqu'ils travaillent de chez eux, peuvent commettre de grosses gaffes sans même s'en rendre compte. Typiquement en utilisant un portable AE qui n'est pas sécurisé et qui est beaucoup plus vulnérable sur une attaque de type hacking ou phishing. Donc ce sont des constats bêtes et méchants qui peuvent conduire à de grosses catastrophes. Donc franchement, c'est de la bonne pratique pour toutes les entreprises, secteur financier ou non secteur financier. Et donc, toutes les entreprises doivent être prêtes, enfin, toutes les entreprises qui sont obligées par cette circulaire doivent être prêtes à partir de la mise en application qui est donc prévue pour le moment au 2 janvier 2022. Je confirme, oui. Ouais. Bien, parfait. Je vois qu'on n'a plus de questions. Merci Luc, merci Serge. Merci à vous tous d'avoir participé. On espère que ce webinaire aura répondu à toutes vos interrogations sur ce thème. Nous vous enverrons par email dans la journée le support de la présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez encore des questions ou des questions ou sur les choses à mettre en place ou sur une partie de la circulaire qui ne serait pas claire pour vous. On pourra vous éclairer à ce moment-là. Voilà. Eh bien, un grand merci et une bonne journée. Tout le monde.